Lors d'un dîner, ma mère me jette du café brûlant. Ordure, crache-t-elle sous les rires de ma fratrie. Je sors en silence. Cette nuit-là, je lance mon plan, mûri depuis des années. À l'aube, il n'avait plus absolument rien. L'odeur de la truffe et de l'argent de la vieille bourgeoisie m'a frappé au moment où le voiturier a ouvert la porte du jardin étoilé. C'était le genre de restaurant français où le menu n'affichait pas les prix et où les serveurs se déplaçaient avec la grâce silencieuse et sentencieuse de directeurs de pompes funèbres. J'ai ajusté le col de mon blazer, apercevant mon reflet dans le laiton poli de l'entrée. Mon tailleur était d'un gris anthracite pratique, acheté en prêt-à-porter aux Galeries Lafayette il y a 3 ans. Il était propre, professionnel et totalement invisible, tout comme moi. À l'intérieur, sous les lustres de cristal en cascade, ma famille était déjà un spectacle. Ils occupaient la table centrale, un îlot de bruit et de paillettes dans un océan de conversation feutrée. Ma mère, Geneviève, était assise en bout de table, telle une reine sur son trône. Elle portait une robe vert émeraude qui, je le savais, coûtait plus cher que ma première voiture. Son cou était drapé de diamants. Des diamants que je savais assurer, car elle était terrifiée à l'idée de perdre son statut. À sa droite se trouvait Kylian, mon frère aîné, avachi sur sa chaise avec l'arrogance d'un homme qui n'a jamais eu à gagner un salaire de sa vie. Il portait un costume italien sur mesure, dont le tissu chatoyait légèrement sous les lumières. À côté de lui, il y avait Brigitte, ma sœur, qui vérifiait son reflet dans une cuillère en argent, les lèvres pincées dans cette expression permanente d'insatisfaction qu'elle prenait pour de la sophistication. Et Théo, le Benjamin de la famille, était déjà en direct sur les réseaux, tenant son téléphone en l'air pour montrer la bouteille de vin millésimé à ses 10 000 abonnés. J'ai marché vers eux, mes talons claquant en un rythme régulier sur le sol en marbre. C'était comme marcher vers un peloton d'exécution. « Oh, regardez » dit Kylian assez fort pour que les tables voisines entendent. Il ne s'est pas levé. L'aide est arrivée. Brigitte ricana, sans même daigner lever les yeux de sa cuillère. Honnêtement, Catherine, c'est le 60e anniversaire de maman. Tu n'aurais pas pu faire un effort? On dirait que tu es venu faire notre déclaration d'impôt. Joyeux anniversaire, maman, dis-je en les ignorant. J'ai posé un petit paquet cadeau sur la table. Il contenait une lettre sincère et une rare première édition de son roman préféré, quelque chose de réfléchi, de personnel. Geneviève jeta un coup d'œil à la boîte avec le même enthousiasme que l'on pourrait avoir pour un insecte mort. Elle n'y toucha pas. Ses yeux balayèrent ma tenue, s'attardant sur mon porte-documents éraflé. « Tu es en retard, Catherine, dit-elle. » Sa voix était glaciale. « Et tu portes ça. » J'avais spécifiquement dit à tout le monde que c'était une soirée de gala. Regarde ta sœur. Regarde Kylian. Eux me respectent assez pour s'habiller en conséquence. Je sors tout juste du travail, maman, dis-je doucement, en tirant la seule chaise vide. Elle était placée maladroitement à l'angle, à moitié hors du tapis, comme si j'étais une pensée après coup. Nous avons eu une crise avec un client. Je ne pouvais pas partir avant. Le travail, gémit Théo en tournant sa caméra vers moi. Dis bonjour au stream, Catherine. Ou pas. Mes abonnés détestent les gens ennuyeux. Mon Dieu, imagine devoir vraiment faire un de 9h à 17h. Impossible pour moi. Ce n'est pas un de 9h à 17h, Théo, marmonnai-je en m'asseyant. Et quelqu'un doit bien travailler dans cette famille. La table devint silencieuse. La pression de l'air chuta. Pardon? Kylian se pencha en avant, ses yeux se plissant. Insinues-tu que nous ne travaillons pas? Je gère le portefeuille immobilier, Catherine. C'est un travail à plein temps. Ce n'est pas parce que tu trimes dans un bureau en tant que... C'est quoi déjà ce que tu fais? Saisie de données, support technique. Ce n'est pas parce que tu es une petite main que nous autres ne sommes pas des visionnaires. Je suis consultante, dis-je, le mensonge standard que je leur servais depuis 5 ans. C'était plus facile que d'expliquer que j'étais la fondatrice et PDG d'Égide Cybersécurité, une société actuellement valorisée à plusieurs centaines de millions d'euros. C'était plus facile de leur laisser croire que j'étais une moins que rien. Ça les empêchait de demander plus que l'allocation mensuelle qu'ils pensaient provenir du fonds fiduciaire de papa. Consultante, rit Brigitte en sirotant son champagne. C'est le jargon d'entreprise pour dire je fais des photocopies et je sers le café. C'est embarrassant, vraiment.
Nous disons aux gens que tu voyages en Europe. C'est plus charitable que la vérité. J'ai regardé autour de la table. La table était chargée d'amuse-bouches, foie gras, escargots, caviar. L'excès était nauséabond. Je connaissais les chiffres. Je savais exactement combien il y avait dans le fonds fiduciaire que mon père était censé avoir laissé. 0. Papa était mort en faillite. Il l'avait bien caché, mais les dettes étaient massives. Quand il est décédé il y a 5 ans, c'est moi qui ai trouvé les papiers. C'est moi qui ai réalisé que ma mère, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, et mes frères et sœurs, allergiques à l'effort, se retrouveraient à la rue en un mois. Alors, je suis intervenu. Je venais de lancer Égide. J'ai pris le paiement de mon premier gros contrat et j'ai créé une fausse structure de fiducie. J'y ai injecté mon propre argent, leur laissant croire que papa avait laissé une fortune secrète. Je suis devenu la pourvoyeuse de fonds, le distributeur automatique, le filet de sécurité. Et en retour, ils me traitaient comme de la boue sous leurs chaussures de créateur. J'ai commandé pour toi, dit maman d'un ton dédaigneux, en agitant la main. Juste une salade. On dirait que tu as pris du poids et je ne veux pas que tu gâches les photos de famille avec un double menton. J'ai senti la piqûre familière dans mes yeux, mais je l'ai chassée en clignant des paupières. J'avais 32 ans. Je dirigeais 300 employés. J'avais négocié des contrats avec la DGSE. Je pouvais gérer un commentaire méchant de ma mère. Merci, maman, dis-je, la voix stable. Ne me remercie pas, lança-t-elle. Essaie juste de ne pas nous mettre dans l'embarras ce soir. Les Dubois sont à la table derrière nous. S'ils demandent, tu es mon assistante personnelle. C'est plus crédible que d'être ma fille. Kylian gloussa, faisant teinter son verre contre celui de Brigitte. À l'assistante, se moqua-t-il. Je suis restée assise là, à fixer la nappe blanche, à les écouter discuter de leurs prochaines vacances aux Seychelles, un voyage que je savais que je paierais. Je ressentais un étrange détachement, comme si je regardais une pièce que j'avais vue 100 fois. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. L'épuisement était plus profond. La patience était plus mince. J'ai regardé ma mère, riant de quelque chose que Théo lui montrait sur son téléphone. Elle avait l'air radieuse, heureuse et complètement inconsciente du fait que chaque fil de vêtements sur son corps était payé par la fille qu'elle venait de traiter de honte. Le serveur est arrivé avec le plat principal. Homard thermidor pour tout le monde. Une simple salade verte pour moi. Bon appétit, dit le serveur, me regardant avec une lueur de pitié. J'ai pris ma fourchette. Je ne le savais pas encore, mais c'était le dernier repas que je partagerais avec eux. Le compte à rebours avait déjà commencé. Le dîner s'est éternisé pendant 2 heures. Je picorais mes feuilles de laitue pendant que ma famille se goinfrait de homards et de bœuf de Kobe. La conversation tournait entièrement autour de l'argent, plus précisément de la manière dont il comptait le dépenser. Je pense échanger le Range Rover, annonça Kylian en s'essuyant la graisse du menton avec une serviette en lin. Le nouveau modèle a une meilleure suspension. Et honnêtement, la couleur gris cendré est tellement démodée. J'ai besoin de quelque chose qui claque. Tu devrais prendre le noir mat, suggéra Brigitte. Ça correspond à l'âme de ton ex-femme. Ils rirent tous les deux bruyamment. En parlant de mise à niveau, maman se tourna vers moi, ses yeux critiques. Catherine, quand vas-tu faire quelque chose pour ta situation? Conduire cette Peugeot jusqu'à un endroit comme celui-ci. Le voiturier avait l'air de vouloir la garer dans le compacteur à ordures. Cela rejaillit négativement sur l'image de la famille. La voiture fonctionne très bien, maman, dis-je en buvant une gorgée d'eau. C'était la Peugeot 208 que papa m'avait achetée pour mon diplôme. Le dernier cadeau qu'il m'ait fait avant que ses dettes de jeu ne l'engloutissent. Elle me mène d'un point A à un point B et elle te mène à la médiocrité, renifla-t-elle. Puis le sommelier arriva avec l'addition pour le vin. Maman avait commandé 3 bouteilles d'un Bordeaux millésimé 1982. J'ai vu le prix quand le serveur a posé le porte-addition en cuir sur la table. 5 000 € pour du jus de raisin fermenté. Maman ne l'a même pas regardé. Elle a poussé le porte-addition de l'autre côté de la table, vers moi. Tu prends celle-là, Catherine, dit-elle nonchalamment en appliquant du rouge à lèvres frais. Je me suis figé. Pardon? Le vin, dit-elle en vérifiant ses dents dans un miroir de poche. Paie-le.
considérez ça comme ta contribution. Dieu sait que ton cadeau n'était pas grand-chose. Elle jeta un coup d'œil au livre non ouvert sur la table. Maman, dis-je en gardant la voix basse. Cette facture est de 5000 €. J'ai payé ta croisière le mois dernier. J'ai payé les frais de scolarité de Théo, qu'il n'utilise même pas puisqu'il a abandonné. Je ne peux pas régler une note de bar de 5000 € un mardi. La table devint d'un silence de mort. Le bruit ambiant du restaurant sembla s'estomper. Kylian arrêta de mâcher. Vient-elle de dire non à mère? Geneviève abaissa lentement son miroir. Elle se tourna vers moi, ses yeux se rétrécissant en fente dangereuse. Que as-tu dit? J'ai dit que je ne paie pas pour le vin, déclarai-je, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je n'en ai pas bu une goutte. C'est toi qui l'as commandé. Tu as la carte du fonds fiduciaire. Utilise-la. Le fonds fiduciaire sert à maintenir l'héritage familial, siffla T.L., pas pour des dépenses mesquines. Tu as un travail. Tu as un salaire. Il est grand temps que tu montres un peu de gratitude pour la vie que nous t'avons donnée. De la gratitude. Je sentis un rire monter dans ma gorge, amer et tranchant. J'ai tout payé, maman. Tout, et vous me traitez comme. Baisse la voix, ordonna T.L. Tu me mets dans l'embarras. Je te mets dans l'embarras? Je me suis levé. La chaise racla bruyamment contre le sol. Tu es assise là, portant une robe à 10 000 €, exigeant que ta fille paie pour un vin qu'elle n'a pas bu, tout en la traitant d'échec. C'en est fini. J'ai attrapé mon sac à main. Assieds-toi, dit maman. Ce n'était pas une demande. Non. Je t'ai dit de t'asseoir. Elle attrapa l'objet le plus proche, une tasse de café noir fraîchement versée que le serveur venait de poser pour le dessert. Elle ne la lança pas. Cela aurait été trop chaotique. Au lieu de cela, elle me regarda droit dans les yeux, dit « Regarde bien ça », et renversa calmement la tasse sur mon poignet et sur le devant de mon tailleur. La chaleur fut instantanée, choquante, brûlante. J'ai haleté, reculant alors que le liquide sombre imbibait mon chemisier blanc et mon blazer gris, brûlant ma peau. La douleur était vive, mais le silence qui suivit fut pire. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Kylian renifla. Ce reniflement brisa la digue. Brigitte se mit à glousser, couvrant sa bouche de sa main. Théo, qui enregistrait toujours, zooma sur la tache de café qui s'étalait sur ma poitrine. Oh mon Dieu, rit Brigitte. On dirait que tu t'es fait pipi dessus, Catherine. Voilà, dit maman en reposant la tasse vide sur la soucoupe avec un tintement délicat, comment on traite les déchets. Les gens qui ne se respectent pas ou ne respectent pas leur famille méritent d'être souillés. Maintenant, va te nettoyer et paie l'addition. Et ne reviens pas à table tant que tu n'es pas présentable. Ma peau brûlait. Ma poitrine se soulevait. Je les ai regardés, ma mère, mes frères, ma sœur. J'ai regardé leur sourire cruel et tordu. J'ai regardé le serveur qui fixait le sol, trop terrifié pour intervenir. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce ne fut pas un claquement bruyant. Ce ne fut pas un cri. Ce fut le clic silencieux d'une serrure qui se tourne. L'obligation, la culpabilité, la promesse que j'avais faite à papa de prendre soin d'eux. Tout s'est évaporé. Je n'ai pas essuyé le café. Je n'ai pas pleuré. J'ai redressé ma posture, ignorant la douleur cuisante à mon poignet. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti 2 billets de 20 € et je les ai posés sur la table. Pour ma salade, dis-je. Ma voix était étrangement calme. Elle ressemblait à la voix d'une étrangère. Où vas-tu? Exigea maman, ses yeux lançant des éclairs. Je ne t'ai pas congédié. Je comprends maintenant, dis-je. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas vu une mère. J'ai vu un parasite dans une robe verte. Je comprends enfin. Je me suis retourné et je suis parti. Si tu franchis cette porte, Catherine, hurla-t-elle après moi, abandonnant son murmure, ne t'avise pas de revenir. Tu es banni. Tu m'entends? Banni. Sa menace résonna dans le restaurant silencieux. J'ai continué à marcher, passant devant les visages horrifiés des autres convives, devant le maître d'hôtel tremblant, et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Banni.
J'ai failli rire. Elle n'avait aucune idée. L'air nocturne ne calma pas la brûlure sur ma peau, mais il m'éclaircit les idées. Je suis resté assise dans ma Peugeot un instant, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mon téléphone vibrait sans cesse. Kylian, tu gâches tout. Maman pleure. Envoie l'argent pour le vin immédiatement. Brigitte, espèce d'égoïste. Tout le monde nous regarde. Maman, ne te donne pas la peine de venir à Noël. Tu es morte pour moi. J'ai supprimé les messages. Puis j'ai bloqué leurs numéros un par un. Supprimé. Bloqué. Supprimé. Bloqué. Je ne suis pas rentré à mon modeste appartement. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un gratte-ciel de verre et d'acier dans le quartier de la Défense, le bâtiment où Égide Cybersécurité occupait les 5 derniers étages. L'agent de sécurité, Michel, se leva à mon approche. Il vit la tache de café, la peau rougie et cloquée de mon poignet et son visage se durcit. Madame Marchand, tout va bien? Avez-vous besoin d'un médecin? Je vais bien, Michel, dis-je, ma voix toujours aussi neutre. Appelez Monsieur Hérisson. Dites-lui de me rejoindre dans mon bureau. Maintenant. Il est 22 heures, madame. Je le paie pour être disponible à 3 heures du matin si j'éternue. Appelez-le. 20 minutes plus tard, j'étais dans mon bureau, regardant l'horizon de la ville. Je m'étais changé, enfilant un tailleur de rechange que je gardais dans mon placard, un tailleur bleu marine impeccable. Les haillons tachés de café étaient à la poubelle. Arthur Hérisson, mon avocat personnel et le seul homme qui connaissait toute l'étendue de la mascarade financière de ma famille, entra précipitamment. C'était un petit homme aux yeux vifs et à l'esprit encore plus vif. Il vit mon visage et ferma doucement la porte. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Ils ont finalement trop tiré sur la corde. »« Arthur, dis-je en me tournant vers lui. Nous exécutons le protocole Oméga. » Les sourcils d'Arthur se haussèrent. « Oméga, vous êtes sûr ? » C'est l'option nucléaire, Catherine. La politique de la terre brûlée. Il n'y a pas de retour en arrière. Ma mère m'a versé du café bouillant dessus ce soir, dis-je en montrant le pansement que je venais d'appliquer sur mon poignet. Elle m'a traité de déchet. Elle m'a dit que j'étais banni de la famille. Le visage d'Arthur s'assombrit. Je vois. Ils veulent être bannis. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai déverrouillé le coffre-fort biométrique. J'en ai sorti un épais classeur noir. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Expliquez-moi la procédure, dit Arthur en ouvrant son ordinateur portable. D'abord, le fonds fiduciaire, dis-je en arpentant la pièce. Dissolvez la société écran, Veritas Holdings, immédiatement. C'est l'entité qui paie leurs allocations mensuelles. Envoyez une notification indiquant que la fiducie a été liquidée en raison d'une mauvaise gestion des actifs. C'est techniquement vrai puisqu'ils ont gaspillé chaque centime. Fait, tapa Arthur furieusement. Les virements automatiques pour le 1er du mois étaient prévus pour demain matin. Je les annule maintenant. Bien. Ensuite. La maison. Le manoir est détenu par Égide Immobilier SAS, me rappela Arthur. Votre mère a signé un contrat de location il y a 5 ans, bien que je doute qu'elle l'ait lu. C'est un bail précaire révocable à volonté. Révoquez-le, dis-je. Émettez un avis d'expulsion. Donnez-leur, soyons généreux, 72 heures. Mais coupez les services publics ce soir. Le contrat stipule que les services publics sont couverts tant que le compte est en règle. Puisque je dissous la source de financement, le compte est vide. Électricité, eau et Internet coupés avant minuit. Arthur hocha la tête. Et les voitures ? Le Range Rover de Kylian et la Mercedes de Brigitte sont des leasings d'entreprise sous l'égide de Veritas. Si Veritas n'existe plus, les leasings sont nuls. Appelez l'agence de recouvrement. Dites-leur que les véhicules sont non autorisés et doivent être sécurisés immédiatement. Ça va les détruire, Catherine, dit doucement Arthur. Ils n'ont aucune épargne, aucun revenu. Ils ne seront pas seulement pauvres, ils seront dans la misère. Je pensais au café qui coulait sur ma poitrine. Je pensais aux commentaires sur les déchets. Je pensais à 5 années à financer leur luxe pendant que je mangeais des restes et conduisais une voiture de 10 ans juste pour tenir la promesse de mon père.
Ils ont la santé, dis-je froidement. Et maman a un placard plein de sacs Hermès. Elle peut les vendre ou les manger. Je m'en fiche. Il y a encore une chose, dit Arthur en hésitant. Le poste de Kylian à la société de courtage. Vous savez qu'il n'a ce travail que parce que vous gérez leur contrat de cybersécurité. Vous aviez stipulé qu'il l'emploie comme gestionnaire de relations. Rédigez une lettre au PDG, dis-je. Dites-leur qu'Egide réexamine ses relations avec ses fournisseurs et joignez le dossier que je vous ai envoyé la semaine dernière. Celui qui montre que Kylian a détourné des fonds des comptes de clients. Arthur me dévisagea. Vous aviez cette preuve. Je suis une experte en cybersécurité, Arthur. Je surveille tout. Je le protégeais, je l'empêchais d'aller en prison. Mais ce soir. Je me penchai en avant, posant mes mains sur le bureau en acajou. Ce soir, j'en ai fini d'être le bouclier. Envoyez le dossier. Laissez-le faire face aux conséquences de ses propres actes. Et votre sœur. Son mari, Robert, la trompe. Il utilise leur compte joint pour payer un appartement en ville à sa maîtresse. Je couvrais le déficit pour que Brigitte ne le découvre pas. Arrêtez de le couvrir. Laissez le chèque être sans provision. Laissez le propriétaire l'appeler. Arthur tapa pendant quelques minutes encore, le silence dans la pièce lourde et électrique. Finalement, il appuya sur Entrée avec un clic décisif. C'est fait, dit-il. Les dominos ont commencé à tomber. Au lever du soleil, leur monde sera méconnaissable. Je me suis approché de la fenêtre. Je pouvais voir les lumières de la ville s'étaler sous moi. Quelque part là dehors, ma mère dormait probablement dans ses draps de soie, rêvant de son prochain gala, complètement inconsciente que le toit au-dessus de sa tête n'était plus le sien. Merci, Arthur, dis-je. Vous allez rentrer chez vous? Non, dis-je en m'asseyant dans mon fauteuil de direction en cuir. Je vais rester ici. Je veux regarder. J'ai affiché les flux de sécurité sur mon moniteur, pas les flux du bureau, mais ceux que j'avais installés au manoir des années auparavant à des fins de sécurité. J'ai vu l'extérieur de la maison. C'était sombre et paisible. Que la lumière soit, murmurai-je. Puis j'ai regardé sur l'écran les projecteurs extérieurs vaciller et s'éteindre. Le système de domotique s'est mis hors ligne. Le portail s'est verrouillé. La guerre avait commencé. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. L'adrénaline était un carburant puissant. J'ai passé la nuit dans mon bureau, surveillant le démantèlement de la réalité artificielle de ma famille. C'était comme assister à une démolition contrôlée. Précise, bruyante et irréversible. Le soleil s'est levé sur la ville à 6h15. Peignant le ciel de teintes orange violent et violet contusionné. Au manoir, le chaos a commencé à cette heure précise. J'ai regardé le flux de sécurité du portail d'entrée, qui fonctionnait sur une batterie de secours indépendante. Une dépanneuse, massive et implacable, a reculé dans l'allée. 2 hommes en combinaison de travail en sont sortis. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils ont accroché le Range Rover bien-aimé de Kylian. Mon téléphone, que j'avais débloqué juste pour assister aux retombées, s'est allumé. Kylian, maman, quelqu'un vole ma voiture. Appelle la police. J'ai regardé sur l'écran Kylian sortir en courant de la maison en pyjama de soie, agitant les bras comme un épouvantail frénétique. Il criait après le chauffeur de la dépanneuse. Le chauffeur lui a simplement tendu un presse-papier. Kylian a déchiré le papier, l'a jeté par terre et a essayé de bloquer physiquement le camion. Le chauffeur, un homme costaud qui avait clairement l'habitude des crises de colère des gens privilégiés, l'a simplement contourné et a enclenché le treuil. Le Range Rover a été soulevé dans les airs. 5 minutes plus tard, un deuxième camion est arrivé pour la Mercedes de Brigitte. Mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis Kylian, puis Brigitte. Puis est venu le SMS de maman, Catherine. L'électricité est coupée. L'eau est coupée. Et des voleurs emportent les voitures. La police dit que c'est une saisie. Règle ça. Appelle la banque. Le fonds doit avoir un problème. Un problème. Elle pensait toujours que c'était une erreur. Elle pensait toujours que l'univers tournait autour de son confort. À 8h30,
Brigitte a essayé d'acheter un latte dans un café branché. Je le savais parce que j'ai reçu une notification de la carte de crédit supplémentaire qu'elle portait, celle liée à mon compte personnel, que je venais d'annuler. Transaction refusée. Café 6,45 €. Elle a réessayé. Transaction refusée. Puis une rafale de panique. Brigitte, Catherine, ma carte ne fonctionne pas. Je suis au café et le barista me regarde comme si j'étais pauvre. Vire-moi 500 € sur mon compte d'urgence. J'ai bu une gorgée de mon propre café, chaud, frais et payé avec mon argent durement gagné. Je n'ai pas répondu. Vers 9 h, la réalité commençait à s'installer, mais pas la compréhension. Il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Il savait juste que le robinet magique d'argent avait été fermé. J'ai reçu un appel d'Arthur. L'huissier vient de livrer les avis d'expulsion, dit-il, sa voix professionnelle mais teintée de respect. Et la lettre de résiliation du fonds fiduciaire. Réaction, ai-je demandé. L'huissier a dit que votre mère lui a jeté les papiers à la figure et a menacé de le poursuivre pour violation de propriété. Elle a crié qu'elle est propriétaire de la maison. Elle ne possède rien, dis-je. Pas même les vêtements qu'elle porte, techniquement, puisque Veritas a payé les factures de carte de crédit le mois dernier. Kylian essaie d'appeler la société de courtage, continua Arthur. Il est sur le point de découvrir que son badge d'accès a été désactivé. Bien. Catherine, Arthur fit une pause. Ils vont venir vous chercher. Ils pensent que vous gériez le fonds. Ils pensent que vous avez fait une erreur dans les papiers. Ils ne savent pas que vous êtes le fonds. Laissez-les venir, dis-je. Je les attendrai. Je me suis retourné vers l'écran. Le manoir avait l'air différent à la lumière du jour, sans l'équipe de paysagistes qui arrivait habituellement le mercredi, également annulée. Il semblait exposé. J'ai vu maman sortir en trompe de la porte d'entrée, vêtue de sa robe de gala de la veille, car elle ne pouvait probablement pas se doucher ni trouver de vêtements propres dans le noir. Elle tenait son téléphone, hurlant sur quelqu'un. La ligne de mon bureau a sonné. C'était la réceptionniste du rez-de-chaussée. Madame Marchand, il y a une femme très contrariée qui veut vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle exige de parler à votre supérieur. J'ai souri. C'était le premier sourire sincère que je ressentais depuis des années. Mon supérieur, ai-je répété. Oui, madame. Elle dit qu'elle veut vous faire licencier pour incompétence. Elle fait toute une scène dans le hall. Laissez-la entrer, dis-je. Mais ne la faites pas monter au dernier étage pour l'instant. Mettez-la dans la salle de conférence vitrée au rez-de-chaussée, celle avec les murs insonorisés, et dites-lui que la PDG descendra sous peu. Oui, madame Marchand. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir en pied de mon bureau. J'ai regardé la femme qui s'y reflétait. Pas de tache de café, pas de dos voûté, pas de peur. J'ai vu une PDG, une femme de pouvoir, une survivante. Au travail, murmurai-je à mon reflet. J'ai attrapé un dossier, celui intitulé l'épreuve, et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Il était temps de présenter ma mère à la personne dont elle se moquait depuis des années. Il était temps de lui présenter la vraie Catherine Marchand. Le hall d'égide cybersécurité était conçu pour intimider. De hauts plafonds, du béton poli et un immense mur numérique affichant des cartes des cybermenaces mondiales en temps réel. Il criait la puissance, la précision et l'argent. Geneviève Marchand ressemblait à une anomalie chaotique dans ce système immaculé. Je l'ai observée depuis le balcon de la mezzanine avant de descendre. Elle faisait les 100 pas dans la salle de conférence aux parois de verre comme un tigre en cage. Elle portait toujours la robe émeraude, maintenant froissée et d'un goût douteux à la lumière du jour. Ses cheveux étaient en désordre. Elle réprimandait un jeune stagiaire qui avait commis l'erreur de lui offrir de l'eau. « Je ne veux pas d'eau », l'entendis-je hurler par la porte ouverte alors que j'approchais. « Je veux ma fille. Et ensuite, je veux son patron. Je veux savoir pourquoi mes comptes en banque sont gelés. C'est de l'incompétence. Je vais poursuivre tout cet immeuble. » Vous pouvez essayer, dis-je en entrant dans la pièce. Maman se retourna brusquement. Ses yeux se posèrent sur moi, et pendant une seconde, un soulagement traversa son visage, rapidement remplacé par la fureur. Catherine, enfin, elle marcha vers moi. As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé? Les voitures ont disparu.
L'électricité est coupée. Et ma carte a été refusée à la station-service. J'ai dû prendre un Uber pour venir ici comme une paysanne. Elle m'attrapa le bras. Règle ça maintenant. Appelle la banque. Dis-leur qu'il y a eu une erreur avec le fonds. Je retirai doucement mais fermement sa main de mon bras. Il n'y a pas d'erreur, mère. De quoi parles-tu? Bien sûr qu'il y en a une. Ton père nous a laissé des millions. Si l'argent n'est pas là, c'est parce que Elle s'arrêta, ses yeux se plissant. Attends. L'as-tu volé? C'est ça? As-tu détourné notre argent? L'accusation était si prévisible qu'elle en était ennuyeuse. Je n'ai rien volé, dis-je calmement. Parce qu'il n'y avait rien à voler. Ne me mens pas. Nous avons vécu confortablement pendant 5 ans. D'où venait cet argent? Il venait de moi, dis-je. Elle cligna des yeux. Puis elle rit. Un son rauque, aboyant. Toi? Ne sois pas ridicule. Tu gagnes 40 000 € par an à pousser des papiers. Tu conduis une Peugeot. Tu ne peux même pas te permettre de te faire coiffer. Je conduis une Peugeot parce que je dépensais 30 000 € par mois pour payer votre hypothèque, vos frais de country club et la pension alimentaire de Kylian, dis-je. J'ai payé le vin que vous avez bu hier soir. J'ai payé la robe que tu portes. Arrête de mentir, hurla-t-elle en frappant la table de conférence de sa main. Je veux parler à ton supérieur. Je vais te faire virer pour ce délire. Tu veux voir mon supérieur? Je me suis approché du téléphone mural et j'ai appuyé sur un bouton. Sécurité? Escortez Madame Marchand jusqu'à l'écran principal. Je n'irai nulle part avec la sécurité. Alors vous ne verrez pas la PDG, dis-je en haussant les épaules. Elle souffla, lissa sa robe et sortit dans le hall. Je l'ai suivie. Les agents de sécurité se tenaient au garde à vous. Les employés s'arrêtaient et hochaient la tête respectueusement à mon passage. Maman ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à chercher un homme en costume, quelqu'un qu'elle supposait diriger l'endroit. Où est-il? Exigea-t-elle. Je me suis arrêté au centre du hall, directement sous l'immense logo d'Égide. Retourne-toi, mère, dis-je. Elle se retourna. Derrière le bureau d'accueil, sur le mur numérique géant, l'annuaire de l'entreprise était affiché. Tout en haut, sous le titre fondatrice et présidente directrice générale, il y avait une photo. C'était une photo de moi. Pas la fille timide et voûtée qu'elle connaissait, mais moi, dans un tailleur de pouvoir, l'air confiant et redoutable. En dessous, on pouvait lire « Catherine Marchand, patrimoine net confidentiel ». Maman regarda l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. C'est un tour, murmura-t-elle. Tu es secrétaire ici. Tu as couché avec le patron et tu l'as fait mettre ta photo. J'ai soupiré. Son déni était pathologique. J'ai bâti cette entreprise, mère, à partir de rien. Pendant que tu te moquais de moi parce que je travaillais tard, je codais. Pendant que tu me traitais de déchet, je décrochais des contrats avec des entreprises du CAC 40. Je suis Égide. Non. Elle secoua la tête. Non. Si tu avais de l'argent, pourquoi vivais-tu comme ça? Pourquoi nous as-tu laissé te traiter? Parce que j'ai fait une promesse à papa. Je me suis approché, ma voix tombant à un murmure. Il est mort sans un sou, maman. Il a tout perdu au jeu. Sur son lit de mort, il m'a supplié de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser savoir que vous étiez dans la misère. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour financer votre vie de rêve. Je t'ai laissé te moquer de moi parce que je t'aimais. Je me suis penché, mon visage à quelques centimètres du sien, mais ensuite, tu m'as versé du café dessus et tu m'as traité de déchet. Son visage devint blême. La réalité commençait à fissurer l'illusion. Alors, continuai-je, j'ai arrêté. J'ai arrêté de payer les factures. J'ai arrêté d'alimenter les comptes. J'ai arrêté d'être la pourvoyeuse de fonds. Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. Vous avez ce que vous avez mérité, dis-je. C'est-à-dire rien. Je te poursuivrai, cria-t-elle,
la peur se transformant de nouveau en agression. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. L'argent de ce fonds nous appartient. Tu l'as volé. Vas-y, dis-je en désignant la porte. Mais avant de le faire, tu devrais savoir que Kylian a été arrêté. Elle se figea. Quoi? J'ai envoyé les preuves de son détournement de fonds à son entreprise hier soir. La police l'a arrêté il y a 20 minutes. Et Brigitte, son mari vient de découvrir l'adultère parce que j'ai arrêté de payer l'appartement de la maîtresse. Il demande le divorce et la garde exclusive. Maman me regarda avec une horreur pure. Tu es un monstre. Non, mère, dis-je en lui tournant le dos. Je suis juste le déchet qui se sort tout seul. Sécurité, sortez cette femme de mon immeuble. Je suis retourné à mon bureau au dernier étage, mon cœur battant un rythme régulier et lourd contre mes côtes. Voir les gardes de sécurité escorter ma mère hors du bâtiment ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme une amputation. Nécessaire, mais douloureuse. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai tourné mon attention vers le mur de moniteur. Je devais être prête. La menace de maman de me poursuivre n'était pas vaine. Elle était désespérée, et les gens désespérés allument des incendies. J'ai ouvert le dossier qu'Arthur et moi avions compilé, les preuves. Ce n'était pas juste une façon de parler. C'était littéralement des preuves. 5 années de preuves. J'ai ouvert le premier fichier, les déclarations de revenus. Papa n'était pas seulement mort sans le sou. Il était mort en devant des millions au fisc. J'avais réglé la dette discrètement pour préserver la maison, en la payant avec mes premiers revenus. Mais pour maintenir le mensonge du fonds fiduciaire, j'avais dû remplir les déclarations de revenus pour le fonds familial. Chaque année, maman signait les documents fiscaux sans les lire. Si elle avait regardé, elle aurait vu que le revenu était listé comme un don de Catherine Marchand, et non un héritage de Robert Marchand. Signature, Geneviève Marchand. Date, 14 avril 2021. C'était là. Une preuve irréfutable. Elle avait légalement reconnu que l'argent était un don. Fichier suivant. Les frais de scolarité de Kylian. Kylian prétendait avoir une bourse pour son MBA. La vérité, j'ai payé les 60 000 € de frais de scolarité directement à l'université. J'avais les chèques annulés. J'avais aussi l'échange de mai où il me demandait de truquer une lettre de bourse pour que maman ne sache pas qu'il n'y avait pas droit. Je l'avais fait. J'avais falsifié une lettre pour protéger son ego. Maintenant, cette falsification était la preuve de sa fraude, pas de la mienne. J'ai cliqué sur le dossier de surveillance. C'était le plus difficile à regarder. C'était une compilation de clips des caméras de sécurité à l'intérieur du manoir. Clip 1. Noël 2022. Maman tenant un collier de diamants que je lui avais acheté anonymement via le fonds. Dieu merci, Robert nous a laissé de l'argent, dit-elle à Brigitte. Tu imagines si on devait compter sur Catherine? Elle m'achèterait probablement un grille-pain. Elles rirent. Clip 2. Thanksgiving 2023. Kylian avachi sur le canapé. Je dois demander une augmentation au fiduciaire. Cette allocation est une blague. Dis juste à Catherine d'envoyer un email à l'avocat, dit maman. Elle est douée pour prendre les ordres. J'ai regardé ces clips, sentant la vieille colère se solidifier en une armure. Il ne me haïssait pas seulement. Il me méprisait. Il considérait mon existence comme une commodité, comme l'électricité ou l'eau courante. Utile, mais indigne d'attention jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner. Mon interphone a sonné. Madame Marchand. Monsieur Hérisson est de retour. Arthur entra, l'air sombre. Il tenait une tablette. Ils agissent vite, dit-il. Ils ont trouvé un avocat. Un type véreux qui fait sa pub sur les bus. Ils viennent de déposer une injonction d'urgence. Pour quel motif? Maltraitance de personnes âgées, vol d'héritage et, tenez-vous bien, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. J'ai ri. Détresse émotionnelle. C'est la meilleure. Ils vont aussi voir la presse, m'a averti Arthur. Ils créent une histoire. La méchante fille magnate de la tech qui vole sa mère veuve. C'est croustillant, Catherine. Les médias vont dévorer ça avant de vérifier les faits. Laissez-les faire, dis-je,
fixant l'écran où la signature de maman sur la déclaration de revenus brillait en haute définition. Laissez-les construire la scène. Laissez-les monter sur leur piédestal. Plus ils monteront haut, plus dure sera la chute. Nous avons besoin d'une stratégie, insista Arthur. Nous devrions publier une déclaration. Nier les allégations. Non, dis-je. Le silence. Le silence? Si nous nions, ça devient parole contre parole. Je veux qu'ils s'engagent dans leurs mensonges. Je veux qu'ils le déclarent officiellement, sous serment ou devant les caméras. Une fois qu'ils l'auront fait, une fois qu'ils se seront enfermés dans cette histoire. Point alors nous porterons le coup de grâce, termina Arthur, un lent sourire se dessinant sur son visage. Exactement. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Kylian est-il sorti sous caution? Oui. Maman l'a fait sortir en utilisant. Enfin, elle a essayé d'utiliser la maison comme garantie, mais a découvert qu'elle ne lui appartenait pas. Elle a fini par mettre en gage ses bijoux. Il est dehors, mais il est furieux. Bien. La fureur rend les gens négligents. Je me suis retourné vers Arthur. Préparez la salle de crise. Je veux que chaque document soit numérisé et prêt à être présenté. Et procurez-moi les enregistrements bruts des caméras de sécurité du restaurant. Pas seulement la vidéo, l'audio aussi. Vous voulez diffuser ça au tribunal? Non, dis-je, les yeux froids. Le tribunal est trop privé. S'ils vont voir les médias, nous finirons ça dans les médias. J'ai regardé le dossier sur mon bureau. Les preuves étaient irréfutables. Ce n'était pas seulement une défense. C'était une arme de destruction massive, et ma main planait au-dessus du bouton de lancement. Les 48 heures suivantes furent une masterclass en manipulation. Ma famille n'a pas seulement joué les victimes, elle a professionnalisé ce rôle. Sans leur financement habituel, ils ont transformé leur statut de victime en monnaie d'échange. J'étais assise dans mon salon, mon vrai salon dans un penthouse sécurisé, pas l'appartement exigu où ils pensaient que je vivais, et je regardais les informations locales. La journaliste, une femme aux sourcils trop soucieux, se tenait devant les grilles du manoir. Je suis ici au domaine Marchand, dit-elle d'une voix grave, où une famille locale de premier plan affirme être terrorisée par sa propre fille. Geneviève Marchand, veuve et philanthrope, dit avoir été jetée à la rue par sa fille, Catherine Marchand, la PDG d'Égide Cybersécurité. La caméra coupa sur maman. Elle portait une simple robe noire, probablement la seule qui lui restait, et aucun bijou. Elle avait l'air fragile, pleurant dans un mouchoir. C'était une performance digne d'un Oscar. Elle a tout volé, sanglota maman à la caméra. Mon mari a laissé cet argent pour moi. Pour les enfants. Catherine gérait les comptes. Nous lui faisions confiance. Et maintenant? Maintenant elle dit que tout est à elle. Elle nous a mis dehors. Elle a coupé l'électricité. Je suis une vieille femme. Où suis-je censé aller? Puis Kylian apparut, l'air débraillé mais juste. Ma sœur a toujours été jalouse, dit-il à la caméra. Elle était le mouton noir. Elle ne supportait pas que nous soyons heureux. C'est une vendetta. Elle a piraté les comptes. C'est une aqueuse. C'est ce qu'elle fait. Brigitte intervint, tenant son bambin en pleurs, que je savais qu'elle ignorait habituellement. Elle a aussi ruiné mon mariage. Elle a fabriqué de fausses preuves pour piéger mon mari. C'est une sociopathe. La journaliste se retourna vers la caméra. Une audience a été fixée à demain. La famille Marchand demande 50 millions d'euros de dommages et intérêts et la restitution immédiate du domaine. Nous avons contacté Catherine Marchand pour un commentaire, mais elle a refusé de répondre. Mon téléphone explosa de notifications. Twitter X était en tendance avec boycott Égide. Les gens me traitaient de monstre, de maltraitante de personnes âgées. Ils sont en train de gagner la bataille de l'opinion publique, dit Arthur. Il était assis sur le canapé en face de moi, l'air stressé. Les investisseurs commencent à s'inquiéter, Catherine. L'action a chuté de 4% ce matin. Laissez-la chuter, dis-je en sirotant mon thé. Elle rebondira au double demain. Vous avez des nerfs d'acier, Arthur secoua la tête. Ils ont déposé une requête d'urgence pour une saisie conservatoire sur la maison et une injonction pour geler vos avoirs personnels. Le juge a accordé une audience préliminaire pour demain matin à 9 h.
Parfait, dis-je. Parfait, Catherine? Si le juge les croit, il pourrait geler vos comptes. Et Gilles pourrait être paralysé. Il ne les croira pas, dis-je. Parce qu'ils ont commis une erreur fatale. Laquelle? Ils ont menti dans une déclaration sous serment. J'ai pris le dossier juridique qu'Arthur avait apporté. Juste ici, paragraphe 4. La plaignante, Geneviève Marchand, affirme que les fonds de la fiducie Veritas provenaient uniquement de la succession de Robert Marchand. Oui, c'est un parjure, dis-je simplement. Ils viennent de mentir à un juge. Maintenant, non seulement nous allons gagner, mais nous allons détruire leur crédibilité pour toujours. Allons-nous au tribunal demain? Oui, mais pas seulement au tribunal. Je me suis levé. Organiser une conférence de presse sur les marches du palais de justice immédiatement après l'audience. Dites aux médias que je ferai une déclaration et que je publierai des preuves numériques. Vous allez montrer les preuves. Je vais tout montrer, dis-je. Ils voulaient un spectacle. Je vais leur donner un blockbuster. Je suis allé à mon placard et j'ai choisi ma tenue pour demain. Pas le tailleur gris de la fille invisible. Pas le tailleur marine de la PDG d'entreprise. J'ai choisi un tailleur blanc, impeccable, immaculé, la couleur de la vérité, ou d'un enterrement, selon le point de vue. Mon téléphone a sonné de nouveau. Un numéro masqué. J'ai répondu. Catherine, c'était Brigitte. Sa voix était basse. Écoute, maman est folle. D'accord. Je ne voulais pas faire l'interview. Elle m'a forcé. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Si je témoigne contre Kylian, tu rétabliras mon allocation? J'ai écouté sa voix. La sœur qui avait ri pendant que le café coulait sur ma chemise. La sœur qui m'avait traité d'échec. Elle vendait sa propre mère pour un chèque. Il n'y a pas d'arrangement, Brigitte, dis-je doucement. S'il te plaît, Robert m'a mise à la porte. Je suis dans un hôtel Formule 1. Tu sais ce que ça sent? Ça sent les conséquences, dis-je. On se voit au tribunal. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait que la pression de la mauvaise presse me ferait céder et signer un chèque juste pour que ça s'arrête. Ils avaient oublié qui j'étais. Je n'étais pas seulement leur fille. J'étais l'architecte de toute leur vie. Et j'étais sur le point de leur retirer le plan de sous les pieds. Le palais de justice était un cirque. Les journalistes grouillaient sur les marches, les caméras se bousculant pour une place. Quand ma voiture de fonction s'est arrêtée, les flashs étaient aveuglants. Je suis sorti, flanqué d'Arthur et de 2 de mes gardes du corps personnel. Je portais le tailleur blanc. Je portais des lunettes de soleil sombre. Je n'ai pas dit un mot alors que les journalistes criaient des questions. Avez-vous volé l'argent de votre mère? Est-il vrai que vous avez expulsé votre propre famille? Avez-vous un commentaire sur les allégations de fraude? J'ai marché droit devant, mon visage un masque de pierre. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde. Ma famille était assise du côté des plaignants. Maman sanglotait de nouveau dans un mouchoir. Kylian me foudroyait du regard, tapant nerveusement du pied. Brigitte ne me regardait pas. Leur avocat, un homme nommé Monsieur le maire, un nom presque trop parfait pour être vrai, se leva. Votre honneur, commença-t-il en gesticulant de manière théâtrale. Nous sommes ici pour mettre fin à une grave injustice. Cette femme, Catherine Marchand, a utilisé ses compétences techniques pour détourner l'héritage de sa famille. Elle a manipulé les relevés bancaires, a mis sa mère âgée à la porte de sa maison ancestrale et détient leur héritage en otage. La juge, une femme sévère nommée Madame la juge Dubois, me regarda par-dessus ses lunettes. Madame Marchand, comment répondez-vous? Arthur se leva. Votre honneur, nous demandons le rejet immédiat de toutes les accusations et nous demandons des sanctions contre les plaignants pour avoir intenté un procès frivole basé sur un parjure. Le parjure est un mot fort, maître, dit la juge Dubois. Nous avons des preuves, votre honneur, dit Arthur. Quel que soit l'héritage que les plaignants prétendent exister, c'est une fabrication. La défenderesse, ma cliente, a été la seule source de soutien financier pour cette famille pendant 5 ans. Menteur, hurla maman depuis son siège. Il nous a laissé des millions. Silence.
La juge Dubois frappa de son marteau. Un autre éclat, Madame Marchand, et je vous fais l'expulser. Arthur tendit un épais classeur à l'huissier. Votre honneur, pièce à conviction A, les documents de faillite de Robert Marchand, datés d'il y a 5 ans. Pièce à conviction B, la comptabilité judiciaire de la fiducie Veritas, montrant que chaque dépôt provenait des comptes personnels de Catherine Marchand. Pièce à conviction C, les déclarations de revenus signées par Geneviève Marchand reconnaissant ces fonds comme des dons. La juge ouvrit le classeur. La pièce devint silencieuse. On n'entendait que le bruissement du papier. L'avocat de maman avait l'air nerveux. Il se pencha vers maman. Vous m'avez dit que l'argent venait de votre mari. C'était le cas, siffla-t-elle. Elle a falsifié ses papiers. La juge Dubois leva les yeux. Son expression était passée du scepticisme à l'incrédulité. Madame Marchand, demanda la juge. Avez-vous signé ces déclarations de revenus? Je signe beaucoup de choses. Catherine s'occupe de la paperasse. Les avez-vous lues? Non. Je lui faisais confiance. Nul n'est censé ignorer la loi, dit sèchement la juge. Elle se tourna vers moi. Mademoiselle Marchand, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Les plaignants affirment que je leur ai causé une détresse émotionnelle et que je les ai humiliés. Je voudrais soumettre une dernière preuve pour établir la dynamique de cette relation. Elle est pertinente pour leur plainte de victimisation. Procédé. Arthur connecta son ordinateur portable au système d'affichage du tribunal. Cette vidéo a été prise il y a 3 jours au restaurant Le Jardin Étoilé, dis-je. L'écran s'anima. L'audio était clair. Regarde bien ça. La voix de Geneviève retentit dans la salle d'audience silencieuse. Voilà comment on traite les déchets. La vidéo montra le versement du café. Le rire, le reniflement de Kylian, le gloussement de Brigitte, ma sortie silencieuse. Toute la salle d'audience haleta. Même la sténographe judiciaire arrêta de taper. J'ai regardé ma famille. Maman était pâle, se tenant la poitrine. Kylian avait l'air de vouloir vomir. Brigitte avait la tête dans les mains. La vidéo se termina. Votre honneur, dis-je, la voix stable. Je n'ai pas volé leur argent. J'ai arrêté de leur donner le mien. Je ne les ai pas expulsés de leur maison. Je les ai expulsés de ma maison. Et quant à la détresse émotionnelle, je pense que la vidéo parle d'elle-même. La juge Dubois fixa l'écran blanc pendant un long moment. Puis elle regarda ma mère avec une expression de pur dégoût. Affaire classée, dit la juge, frappant le marteau si fort que cela résonna comme un coup de feu. Sans possibilité d'appel. Et maître le maire, je vous suggère de conseiller à vos clients que s'ils remettent un jour les pieds dans ma salle d'audience avec un dossier aussi frauduleux, je les ferai arrêter pour outrage au tribunal. L'audience est levée. Je me suis retourné pour partir. Maman se jeta sur moi, mais l'huissier lui barra le passage. Catherine, attends, gémit-elle. On peut en parler. C'était un malentendu. Je ne me suis pas arrêté. J'ai franchi les portes de la salle d'audience, Arthur juste à côté de moi. Mais ce n'était pas fini. La presse attendait dehors. Et contrairement à avant, j'étais prête à parler. Je me suis avancé vers le podium de microphone sur les marches du palais de justice. Les journalistes se turent. Mon nom est Catherine Marchand, dis-je en retirant mes lunettes de soleil. Et je veux vous raconter une histoire sur ce qui se passe quand le déchet décide de se sortir lui-même. Debout sur ces marches du palais de justice, face à une mer de microphones et d'objectifs de caméra, je ne ressentais plus de peur. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été en 5 ans. La vidéo de ma mère me versant du café brûlant dessus passait déjà sur les écrans géants de la place de la Concorde. Mon équipe marketing avait agi rapidement. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une déclaration. Je me suis penché vers le microphone. La foule se tut. Pendant des années, commençai-je, ma voix stable, projetant une force que j'avais tant lutté pour trouver, on m'a dit que j'étais la dette que ma famille devait payer. J'étais l'ouvrière, le distributeur automatique, la risée. Mais aujourd'hui, le monde a vu la vérité. Je n'étais pas la dette. J'étais la banque. Et la banque est définitivement fermée.
Le cliquetis des obturateurs était assourdissant, comme un millier de petits applaudissements. À tous ceux qui se font traiter de déchets par les personnes qui sont censées les aimer, continuez-je en regardant directement la caméra principale, souvenez-vous de ceci, un déchet est ce que l'on jette. Mais l'or est ce que l'on enterre pour le garder en sécurité. Ne les laissez pas vous enterrer. Je suis parti sans prendre de questions. Je n'en avais pas besoin. Internet parlait pour moi. Le temps que je retourne au siège d'égide, les retombées n'étaient plus un filet d'eau. C'était un raz-de-marée. Nous avions installé un centre de commandement dans la salle de conférence pour surveiller la situation. Non pas par vanité, mais par sécurité. Le premier domino à tomber fut Théo, mon petit frère influenceur. Il avait diffusé en direct sa réaction au procès, qualifiant la juge de partiale et moi de sorcière. Mais Internet est un juge cruel et efficace. Ses sponsors, des boissons énergisantes, des marques de vêtements, une start-up tech, ont vu la vidéo du tribunal. Ils l'ont vu rire pendant que je brûlais. Notification, la marque X met fin à son partenariat avec Théo Marchand avec effet immédiat. Notification, sponsor. Notification, le compte Instagram de Théo Marchand signalé pour harcèlement. J'ai vu son nombre d'abonnés chuter en temps réel. C'était une chute libre. 100 000, 80 000, 50 000. Les gens inondaient ses commentaires avec l'emoji café. C'était poétique. Il ne perdait pas sa carrière. Il était en train d'être effacé. Puis vinrent les conséquences sociales pour maman. Le country club, celui qu'elle chérissait plus que ses propres enfants, publia un communiqué de presse. Il était bref et brutal, en raison d'une conduite indigne d'un membre, l'adhésion de Madame Geneviève Marchand a été révoquée. Nous avons une tolérance zéro pour les abus. Cela a dû faire plus mal que la pauvreté. Être pauvre était une chose. Être un paria social était une condamnation à mort pour Geneviève. Et Kylian. La police n'a pas attendu. Parce que j'avais remis le dossier complet et non expurgé de son détournement de fonds au procureur de la République. Ils avaient ce qu'il fallait pour requalifier ses charges. Il ne faisait plus seulement face à une fraude, mais à un vol qualifié. Arthur entra dans mon bureau vers 16 heures. Il tenait une tablette avec une satisfaction sombre sur son visage. « Vous devez voir ça, dit-il. » C'était un reportage. Un journaliste se tenait devant le manoir, mon manoir. « La scène ici est chaotique, » criait le journaliste par-dessus le bruit. Des déménageurs engagés par Égide Immobilier vident actuellement la propriété. Mais il semble que la famille Marchand se soit barricadée dans la chambre principale, refusant de partir. Ils squattent, demandai-je en sirotant mon thé. Ils essaient, corrigea Arthur. Mais la gendarmerie est arrivée. Ils exécutent l'ordonnance d'expulsion. J'ai regardé sur l'écran la porte d'entrée être forcée. Quelques instants plus tard, mon frère Kylian était emmené menotter, hurlant qu'il connaissait des sénateurs. Puis vint Brigitte, se cachant le visage avec une veste. Et enfin, maman. Elle ne criait pas. Elle avait l'air sous le choc. Elle tenait un unique sac Louis Vuitton, le serrant contre sa poitrine comme un radeau de sauvetage. Un gendarme la guida le long de l'allée, passant devant les voisins qui s'étaient rassemblés pour regarder. Les mêmes voisins qu'elle méprisait pour leur pelouse mal entretenue. C'était fini. La maison était vide. Les comptes étaient à sec. La réputation était incinérée. J'ai éteint la télé. Arthur, dis-je, changez les serrures et mettez la maison sur le marché demain. Tous les profits iront à une œuvre de charité. Quelle œuvre, demanda-t-il. Le fonds de soutien aux grands brûlés, dis-je, un petit sourire ironique touchant mes lèvres. Ça me semble approprié. La satisfaction ne fut pas une vague soudaine. C'était une lueur lente et chaleureuse. C'était la sensation d'enlever un sac à dos lourd après une randonnée de 15 kilomètres. Mais je les connaissais. Je savais que le silence ne durerait pas. Le désespoir rend les gens audacieux. Et ils étaient sur le point d'apprendre le goût du vrai désespoir. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà ressenti le poids de porter des gens qui ne traverseraient pas la rue pour vous aider, cliquez sur le bouton j'aime. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul. Car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que certaines personnes n'apprennent jamais tant qu'elles n'ont pas touché le fond. 3 semaines plus tard, le silence fut rompu. Je travaillais tard dans mon bureau Pentouze.
Les lumières de la ville en contrebas étaient un rappel réconfortant du chemin parcouru. Mon système de sécurité a sonné. Madame Marchand. La voix du gardien de nuit crépita. Il y a 3 personnes dans le hall. Elles disent être de votre famille. Elles refusent de partir tant qu'elles ne vous auront pas vu. J'ai vérifié la caméra du hall. Je les ai à peine reconnues. Maman portait un manteau qui semblait trop grand de 2 tailles et effiloché à l'ourlet. Ses cheveux, habituellement teints d'un châtain parfait, montraient des racines grises, 1 centimètre de réalité crue. Brigitte avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, vêtue d'un jean et d'un t-shirt. Kylian était absent, vraisemblablement il profitait encore de l'hospitalité de la prison du comté puisque personne ne pouvait payer sa caution. Théo était là, regardant le sol, son téléphone nulle part en vue. « Laissez-les monter, dis-je. »« Vous êtes sûre, madame ?»« Oui. »« Escortez-les et restez près de l'ascenseur. »« Je voulais voir ça. »« J'avais besoin de voir ça. » C'était le dernier chapitre du livre que j'étais en train de fermer. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ils sont entrés timidement dans mon hall. Le Pantouz était à couper le souffle, minimaliste, cher et de bon goût. Tout ce que maman avait toujours prétendu avoir, je le possédais vraiment. Il se tenait groupé sur le sol en marbre, effrayé de toucher quoi que ce soit. « Catherine, dit maman. » Sa voix était fêlée, dépourvue du ton impérieux que j'avais connu toute ma vie. « Merci de nous recevoir. » Je me tenais près de la cheminée, ne leur offrant pas de siège. « Vous avez 5 minutes. »« Que voulez-vous ? » Nous voulions nous excuser, dit-elle en se tordant les mains. Nous avons beaucoup réfléchi. Vivre à l'hôtel nous a donné une autre perspective. Une perspective, répétai-je sèchement. C'est comme ça que vous appelez ça ? Nous avons eu tort, intervint Brigitte en s'avançant. Sur toute la ligne. Nous n'aurions pas dû te traiter comme ça. Nous étions stressés. Nous étions juste habitués à ce que les choses soient d'une certaine manière. Mais nous sommes une famille, Catherine. Les liens du sang sont plus forts que tout. Le sang est vital, l'a corrigé-je. Mais parfois, le sang est toxique. Et quand il est toxique, il faut une transfusion pour survivre. S'il te plaît. Maman s'approcha. Des larmes montaient à ses yeux. De vraies larmes cette fois. Ou juste les larmes d'une femme à qui ses planchers chauffants manquaient. Je suis ta mère. J'ai changé tes couches. Je t'ai élevé. Ça ne compte pour rien ? Nous n'avons rien. Théo dort par terre. Brigitte a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle n'a pas de domicile stable. Nous souffrons. Je sais, dis-je. J'ai lu les rapports de police. On a besoin d'aide, marmonna Théo en levant les yeux. Juste un prêt. Pour avoir un appartement, pour nous remettre sur pied. On te remboursera. Je le promets. Je vais trouver un travail. Un travail, m'étonnai-je. C'est un concept nouveau. Je me suis dirigé vers la table d'appoint où un service à café en argent était dressé. L'odeur de l'arabica fraîchement moulu emplit la pièce. J'ai vu maman sursauter quand j'ai pris la cafetière. Ses yeux s'écarquillèrent, terrifiés. Elle pensait que j'allais le faire. Elle pensait que j'allais lui verser le liquide bouillant dessus, comme elle l'avait fait pour moi. La peur dans ses yeux était palpable. Elle recula d'un pas, levant les mains pour se protéger. Catherine, non, s'il te plaît. Je la regardais, tenant la cafetière fumante. La dynamique du pouvoir avait complètement basculé. Elle était l'enfant recroquevillé. J'étais celle qui tenait l'arme brûlante. J'ai versé le café dans une délicate tasse en porcelaine. J'ai ajouté de la crème et du sucre, j'ai remué lentement, la cuillère tintant doucement contre la porcelaine. Puis j'ai bu une gorgée. Je ne suis pas toi, mère, dis-je doucement en reposant la tasse. Je ne blesse pas les gens pour me sentir grande. Je ne traite pas les gens comme des déchets. Elle baissa les mains, tremblante. La honte sur son visage valait plus que n'importe quelle vengeance. Vous voulez de l'argent, demandai-je. Juste assez pour recommencer, murmura-t-elle. Non. Le mot flotta dans l'air. Je ne vous donnerai pas d'argent, dis-je. L'argent était la drogue qui vous a rendu malade. Vous en donner plus ne ferait que vous conforter.
Mais j'ai sorti 3 cartes de visite de ma poche. Je les avais préparées. Je vais vous donner une opportunité. J'en ai tendu une à Théo. Une agence d'intérim pour le travail en entrepôt. Ils embauchent pour les équipes de nuit. C'est le SMIC, mais c'est un travail honnête. J'en ai tendu une à Brigitte. Un foyer pour femmes qui aident les mères déplacées à trouver des emplois de bureau. Ils peuvent t'aider à te battre pour tes droits de visite si tu prouves que tu peux garder un emploi. J'ai tendu la dernière à maman. Et pour toi, le contact du service de nettoyage qui nettoie ce bâtiment. Ils cherchent du personnel fiable. Maman regarda la carte comme si c'était une grenade dégoupillée. Tu veux que je sois femme de ménage dans ton immeuble? Je veux que tu apprennes la valeur d'un euro, dis-je, froide comme la glace. Tu as passé 5 ans à dépenser mon argent. Maintenant, tu peux gagner le tien. C'est une vie honnête, maman. Il y a de la dignité dans le travail. Tu me l'as appris en me forçant à faire tout le travail pendant que tu restais assise. Je ne peux pas faire ça, sanglota T.L. Je suis Geneviève Marchand. Geneviève Marchand est une fraudeuse en faillite, dis-je. Tu n'es plus que Geneviève maintenant. Prends le travail ou non. Mais cette porte se ferme, et une fois qu'elle se fermera ce soir, elle ne s'ouvrira plus jamais. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Adieu. Ils sont restés là un long moment. Théo fut le premier à bouger. Il a glissé la carte dans sa poche et est entré dans l'ascenseur. Il avait l'air vaincu, mais pour la première fois, il avait l'air réel. Brigitte a suivi, s'essuyant les yeux. Maman me regarda une dernière fois. Elle regarda le luxe qui m'entourait, puis la carte du service de nettoyage dans sa main. Elle ne s'excusa pas de nouveau. Elle hocha simplement la tête, d'un mouvement saccadé et brisé, et entra dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent. J'étais seul, et dans ce silence, je ne me sentais pas seul. Je me sentais purifié. Si vous pensez que vous leur auriez donné de l'argent, tapez 1 dans les commentaires. Mais si vous pensez qu'ils avaient besoin d'apprendre cette leçon à la dure, tapez 2. Parce que honnêtement, leur donner de l'argent n'aurait fait que payer leur prochaine erreur. J'ai choisi de payer pour leur éducation à la place. 1 an. C'est le temps qu'il faut pour que les saisons changent, pour que les cellules se régénèrent et pour que les empires soient complètement oubliés. Je ne les surveillais plus obsessionnellement. Je n'en avais pas besoin. Mais dans une ville de cette taille, les nouvelles voyagent, surtout quand on gère le réseau. J'étais assise au jardin étoilé. Oui, le même restaurant. Mais cette fois, je n'étais pas assise à la table du coin. J'étais assise à la meilleure table, près de la fenêtre. Je ne portais pas un tailleur au rabais. Je portais une robe en soie sur mesure. Et je n'étais pas seul. J'étais avec David. David était différent. C'était un architecte, quelqu'un qui construisait des choses plutôt que de les détruire. Il ne savait pas grand-chose de mon argent quand nous nous sommes rencontrés, et il s'en fichait quand il l'a découvert. Il me traitait avec une douceur qui me surprenait encore parfois. Tu souris, dit David en tendant la main sur la table pour prendre la mienne. À quoi penses-tu? Juste à quel point la vue est différente d'ici, dis-je. J'ai regardé vers les portes de la cuisine. Elles se sont ouvertes et une femme est sortie avec un bac pour débarrasser une table voisine. Elle portait un uniforme noir générique, ses cheveux attachés en arrière dans un filet. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, des rides d'épuisement profondément gravées sur son visage. C'était maman. Elle ne m'a pas vu au début. Elle était trop concentrée à racler les restes d'une assiette. La femme qui claquait des doigts pour appeler les serveurs était maintenant celle à qui on claquait des doigts. Excusez-moi, dit un client à la table d'à côté. Vous avez oublié un endroit ici. Je suis désolé, monsieur, dit maman, sa voix humble, la tête baissée. Je vais m'en occuper tout de suite. Elle essuya la table. Puis elle leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Pendant une seconde, le restaurant s'arrêta. J'ai vu l'éclair de reconnaissance, la soudaine inspiration. J'ai vu la honte inonder son visage, le rendant cramoisi. Elle regarda ma table, les verres en cristal, le vin que je payais moi-même avec plaisir, le bel homme qui tenait ma main. Elle regarda ses propres mains, gercées et rouges à cause de l'eau savonneuse. Elle n'est pas venue.
Elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement hoché la tête, une petite reconnaissance presque imperceptible de la réalité qu'elle habitait maintenant. Puis elle a ramassé son lourd bac de vaisselle sale et est retournée dans la cuisine. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me sentais juste en équilibre. La balance de l'univers s'était réajustée. Elle gagnait sa vie. Enfin. J'ai appris plus tard que Kylian avait plaidé coupable. 3 ans en sécurité minimale suivis de sursis. Il travaillait à la bibliothèque de la prison. Ironiquement, c'était la première fois de sa vie qu'il était entouré de livres. Peut-être avait-il appris quelque chose. Brigitte fut la surprise. Elle avait pris le travail au foyer pour femmes. C'était un travail difficile, mais elle se battait. Elle avait un petit studio. Elle voyait ses enfants le week-end. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle payait son propre compte Netflix. La barre n'était pas haute, mais elle l'avait franchie. Ils survivaient. Ils apprenaient à être des êtres humains sans la béquille de mon exploitation. D'une certaine manière, les couper de ma vie était la chose la plus gentille que j'ai jamais faite pour eux. Je les ai sauvés de leur propre suffisance. Tout va bien, demanda David en me serrant la main. Je le regardai, me détournant de la porte de la cuisine. Oui, dis-je, et je le pensais. Tout est parfait. Ma vie aujourd'hui n'est pas définie par le traumatisme du passé, mais elle en est certainement informée. Je n'ai pas seulement accumulé l'argent que j'ai économisé en coupant les ponts avec les sangsues. Je l'ai mis au travail. Il y a 6 mois, j'ai lancé la fondation Maminou Rose, du nom de la seule femme de cette famille qui m'ait jamais vraiment aimé. La fondation se concentre sur l'éducation financière des femmes et fournit une aide juridique aux victimes d'abus financiers. Nous aidons les personnes qui sont piégées, les personnes qui sont les pourvoyeurs de fonds saignés à blanc par des parents ou des partenaires narcissiques. Nous leur donnons la stratégie de sortie que j'ai dû construire pour moi-même. Je donnais un discours au gala de la fondation la semaine dernière. J'ai regardé la foule, de jeunes entrepreneurs, des survivants, des gens qui avaient traversé le feu et en étaient sortis de l'autre côté. Ils m'ont dit que j'étais un déchet, ai-je dit au public. Ils ont essayé de me souiller. Mais voici le truc avec les taches. Elles vous montrent où le tissu est faible. Et une fois que vous les avez lavés, vous savez exactement où renforcer les coutures. Les applaudissements furent tonitruants. Après le gala, je suis rentré chez moi, non pas dans une maison vide, mais dans un foyer rempli de chaleur. David était là, lisant sur le canapé. Mon chien, un bâtard de refuge nommé Chanceux, a couru pour m'accueillir. Je me suis assise sur le balcon, regardant la ville qui, je le pensais autrefois, m'avalerait tout entière. J'ai pensé à la fille dans la Peugeot pleurant à cause d'une tache de café. J'ai voulu remonter le temps pour la serrer dans mes bras. J'ai voulu lui dire, tiens bon, ça va s'arranger, mais seulement si tu fais en sorte que ça s'arrange. La famille, ce n'est pas seulement l'ADN. C'est un accident biologique. La famille, ce sont les gens qui vous respectent. Les gens qui vous encouragent quand vous gagnez et vous tendent une serviette quand on vous renverse du café dessus, ils ne rient pas. J'ai toujours le reçu de ce dîner au jardin étoilé. Je l'ai encadré. Il est accroché dans mon bureau à domicile, juste à côté de ma couverture de Forbes. C'est un rappel. Coût du dîner, 5 000 €. Coût de la tache de café, douloureux. Coût de la liberté, inestimable. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'air frais de la nuit. J'étais libre. J'étais aimé. Et plus important encore, j'étais l'auteur de ma propre histoire. Alors, à tous ceux qui écoutent, si vous êtes celui qui porte le poids du monde pour des gens qui ne tiendraient pas une porte pour vous, laissez-le tomber. Laissez-le s'écraser. Laissez le bruit les effrayer. Et puis partez vers votre propre avenir, calme et magnifique. Vous méritez d'être le personnage principal de votre vie. Ne laissez personne vous reléguer au rôle de figurant.